Bonjour, c'est la rentrée, c'est la fin des vacances. Je reprends donc les vidéos, mais comme très souvent, la géopolitique, elle, ne prend pas de vacances. Et donc, il s'est passé des événements extrêmement importants, très marquants au cours de cet été. Le plus marquant, c'est bien sûr la victoire militaire des talibans en Afghanistan, sur laquelle je vais revenir. 20 ans de guerre, on en a souvent parlé dans ce cercle, avec les doutes que l'on avait sur la poursuite de la guerre. Ce qui est vraiment frappant, c'est que lorsque les Américains ont lancé cette guerre en 2001, il y avait un soutien unanime. Ils avaient été attaqués par Al-Qaïda qui se réfugiait en Afghanistan, ils étaient donc en état de légitime défense et par ailleurs, une résolution des Nations Unies leur donnait un feu vert. Donc c'était légal, légitime. Et donc cette guerre unanimement soutenue au départ, eh bien, s'est achevée dans la catastrophe et, disons-le bien, dans l'humiliation pour les Américains, malgré la disproportion des forces. Les Américains ont dépensé 2000 milliards de dollars en Afghanistan. Ils ont fourni à l'armée afghane 83 milliards d'équipements militaires, qui la plupart sont maintenant aux mains des talibans. Tout ceci pour rien. Et donc l'hyperpuissance américaine a été vaincue par des milices. Et donc il faut bien sûr s'interroger pourquoi. Pourquoi le géant américain a été battu par des milices afghanes et pourquoi cette guerre unanimement soutenue s'est terminée en catastrophe. Biden est mis en accusation du fait d'avoir annoncé à l'avance le retrait des troupes, mais en fait, l'un des rares points d'accord entre lui et Trump, c'était qu'il était nécessaire de mettre fin aux guerres. Et Biden a pris la juste décision de mettre fin à la guerre d'Afghanistan, ce qui conduit à la pagaille, ce gâchis, et vraiment avec des images qui font mal au cœur, que l'on voit tous ces Afghans qui essayent de fuir et qui ne le peuvent pas. Et si on l'avait programmé plus en avant, c'était possible, mais bien sûr, Biden n'a pas voulu programmer la défaite. Donc il a, comme souvent lorsque l'on fait la guerre, eh bien, il a préféré la communication à la réalité et il s'est réfugié derrière l'idée que sans l'armée américaine, l'armée afghane pourrait tenir. Bien sûr, dire l'inverse aurait été avouer la faiblesse du dispositif, mais en même temps aurait permis de sauver de nombreuses vies afghanes parce que là maintenant, en fait, ceux qui doivent partir, y compris par l'aéroport de Kaboul, sont dans les mains des talibans. Ce sont les talibans qui tiennent les frontières terrestres, mais qui tiennent aussi la frontière aérienne parce qu'il faut un laissez-passer pour obtenir le droit d'aller à l'aéroport. Alors comment en est-on arrivé là? Bien sûr, la guerre d'Irak, le fait qu'au moment où la guerre d'Afghanistan allait produire ses effets, le président Bush a fait cette guerre de choix par rapport à la guerre de nécessité qui était la guerre d'Afghanistan, est donc venu divertir l'effort de guerre américain sur l'Afghanistan et puis jeter un peu un discrédit sur l'ensemble des opérations militaires, puisque autant la guerre en Afghanistan était légale et légitime, autant celle d'Irak était illégale et illégitime et accompagnée d'un flot de mensonges qui sont venus décrédibiliser la parole occidentale. Il y a aussi l'hubris occidentale de penser que l'on peut bâtir des modèles de société de l'extérieur, que l'on peut former une démocratie. Toutes nos démocraties occidentales se sont construites à travers le temps, à travers un temps long et de l'intérieur. Penser que l'on peut imposer de l'extérieur et par la force, par la guerre, à des sociétés un modèle plaqué sur leur réalité, avec en plus une armée américaine qui n'était jamais en contact avec la population afghane. Elle se déplaçait lourdement armée, il n'y a pas eu jamais de fraternisation, de mélange des populations. Et donc effectivement, ceci est venu à l'encontre de la présence militaire américaine. Et puis, au nom d'objectifs de démocratie, on a, comme très souvent, fermé les yeux sur le comportement de nos alliés. Une corruption massive est venue se greffer sur ces flots d'argent qui étaient déversés sur l'Afghanistan. Ces 2000 milliards de dollars n'ont pas été perdus pour tout le monde. Il faudrait peut-être regarder un peu où l'argent a été dépensé. Alors, de nombreux dirigeants afghans, chefs de guerre, se sont largement servis au détriment de leur population, mais également quelques sociétés américaines qui ont fait fortune sur le terrain. En fait, il est nécessaire, après ce gigantesque et dramatique échec, de faire peut-être le bilan de ce qu'on appelle les guerres de contre-insurrection. Ces guerres sont toutes perdues. Elles le sont historiquement. Et elles le sont encore plus puisque si on ajoute Afghanistan, Irak, Libye, et on peut se poser des questions sur le Mali aujourd'hui, on voit que la victoire n'est pas au bout de la force militaire supérieure. Pourquoi? Parce que tout simplement on oublie le nationalisme. Et c'est sur le nationalisme que les talibans ont capitalisé en dénonçant le parti de l'étranger et la présence militaire américaine. Très rapidement, les armées de libération deviennent des armées d'occupation, surtout si elles ont un comportement de non-fraternisation et de non-mélange avec les populations locales. Pour réussir une guerre de contre-insurrection, il faudrait pouvoir déployer des effectifs militaires représentant 4 ou 5%
de la population. C'est impossible, surtout après la fin de la conscription. Et puis il faut avoir un allié sûr sur place, un allié national sûr sur place, ce que n'a jamais été le pouvoir afghan. D'autant plus qu'on lui a, au nom de cette alliance, passé toutes les mauvaises pratiques qu'il mettait en œuvre. Alors réfléchir sur les interventions militaires, bien sûr c'est difficile parce que dès qu'un pays est en guerre, ceux qui critiquent l'intervention passent pour des non-patriotes ou pour, non pas des opposants au gouvernement ou à l'action, mais pour des gens qui s'opposent au patriotisme. Mais comment faire en sorte qu'il puisse y avoir une réflexion libre et un débat démocratique sur les interventions militaires sans que cela ne passe pour une trahison et un manque de soutien aux troupes sur place. Nous devons soutenir, bien sûr, ceux qui sont envoyés à l'extérieur en notre nom, mais cela ne doit pas empêcher d'avoir un débat libre et ouvert et que l'accusation de non-patriotisme soit immédiatement portée sur ceux qui veulent avoir un jugement critique sur la façon dont se déroulent les opérations. Quels sont les gagnants, quels sont les perdants? Évidemment, les États-Unis sont les grands perdants, puisque leur force est apparue comme étant inutile ou comme une faiblesse. L'hyperpuissance militaire américaine a été vaincue une fois encore par des milices au départ mal armées. Et avec les États-Unis, c'est l'OTAN. L'OTAN était en guerre. Et là, Biden, j'en ai déjà parlé, il faut ne pas avoir de confiance excessive dans le nouveau multilatéralisme de Biden. Il existe plus que Trump, mais quand même, là, il a pris la décision de partir sans consulter les alliés. Et donc, on voit que l'OTAN était vaincue et que la cohésion de l'OTAN a été mise en cause au cours de ce conflit. Heureusement, la France avait quitté l'Afghanistan dès 2014. Le président Sarkozy voulait déjà partir, il est resté à la demande du président Bush. François Hollande a su convaincre Obama qu'il n'était plus possible pour la France de rester, mais on est quand même partenaire du monde occidental et donc on est pris dans cette mouvance. Les vainqueurs, eh bien, c'est effectivement tous ceux qui sont anti-occidentaux. Alors d'abord le Pakistan, soutien majeur des talibans. Sans le soutien du Pakistan, les talibans n'auraient pas pu reprendre le pouvoir et les Américains ont été un peu coincés dans leur relation avec le Pakistan depuis déjà assez longtemps. Et puis, vainqueurs indirects, la Russie et la Chine, qui, sans se féliciter ouvertement, ont une joie mauvaise de voir que les Occidentaux sont en difficulté, voire ont subi un échec. Et bien sûr, pour mention particulière pour les Russes, qui ont été très largement critiqués par les Américains pour leur inefficacité en Afghanistan. Les Américains ont dit « nous, on va réussir ». Eh bien oui, l'Afghanistan est bien le cimetière des empires, cimetière de l'empire anglais à la fin du XIXe siècle, de l'empire soviétique à la fin du XXe et de l'empire américain au XXIe siècle. Et bien sûr, tous les mouvements djihadistes, tous les mouvements, y compris au Sahel, vont non pas être renforcés indirectement, mais vont être galvanisés par cette victoire des talibans. Et donc, il n'est que plus que jamais nécessaire de réfléchir sur le sens et la pérennité de notre action au Sahel. C'est donc un régime totalitaire qui s'établit en Afghanistan, totalitaire parce que les talibans ne sont pas qu'une dictature. Il y a de nombreuses dictatures dans le monde. Mais quand vous en êtes à exiger de la part des citoyens le droit de savoir comment ils s'habillent, s'ils vont ou non à l'école, s'ils ont ou non le droit de jouer de la musique, s'ils ont ou non le droit de faire du sport, ça c'est totalitaire. Un contrôle aussi étroit de tous les citoyens, ce n'est pas une simple dictature ou un régime autoritaire comme il y en a des dizaines encore, c'est un régime totalitaire et à part la Corée du Nord, il n'y a pas d'autre régime. Donc les talibans, ce n'est pas qu'une dictature, c'est un régime totalitaire au sens premier du mot. Mais pour autant, il faut négocier avec eux. Dire qu'on ne négocie pas avec eux parce qu'ils sont totalitaires ou dictatoriaux ne mène à rien. On négocie d'ailleurs avec eux pour faire sortir des ressortissants ou des alliés à l'aéroport. Les Américains ont négocié avec eux pour mettre fin à la guerre. Donc le caractère totalitaire du régime ne doit pas empêcher de négocier, et négocier ne veut pas dire admettre tout ce qu'ils demandent. C'est juste que le réalisme conduit à tenir compte de leur existence, que ce sont eux qui sont au pouvoir à Kaboul, et si l'on veut ne serait-ce que tout simplement protéger nos ressortissants et ceux qui ont travaillé pour nous, il faut dans un premier temps négocier, et par la suite, il faudra bien établir des contacts. Il n'est pas question de les aider, il n'est pas question d'assurer une aide humanitaire, une aide économique à l'Afghanistan, mais il n'est pas nécessaire d'ailleurs de reconnaître officiellement leur régime, mais ils existent et ils sont au pouvoir, et donc c'est à partir de ce principe qu'il faudra de temps en temps prendre langue avec eux, avec une longue cuillère, mais peut-être de temps en temps parler avec le diable, y compris en gardant sa distance et ayant toujours bien sûr en tête notre sécurité.